Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 6 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Quand il neige dehors, il pleut des records. Et bien à l'instant où j'enregistre, le CAC 40 est toujours en territoire record, un petit peu au-delà des 6145, 6150, un petit peu en deçà des niveaux testés en début de matinée, puisqu'on a atteint un nouveau zénith de 6160, mais ce n'est pas de ce record-là que je voulais vous parler, c'est bien sûr de celui du CAC 40 Global Return, au-delà des 17 020 points. Alors, on attendait de nouveau plus haut à Wall Street et puis on est un peu moins sûr de notre coup à 1 heure de l'ouverture des marchés US. Mais peu importe, étant donné que 2 records consécutifs ont été battus jeudi dernier et lundi, on est au moins pour l'instant dans une phase de rattrapage sur les places européennes et ce rattrapage s'opère tranquillement sur le DAX, nouveau record absolu au-delà des 15 100 et sur l'Eurostoxx 50, là aussi donc au plus haut historique. Alors pour étayer cette euphorie des marchés, il y a une révision à la hausse des prévisions du FMI, prévision de croissance pour 2021. On serait à plus de 6% sur l'ensemble des pays sous revue et on obtiendrait du 4,4 à 4,5 pour 2022, ce qui est beaucoup mieux que les 4 envisagés initialement. Donc on a l'air véritablement de croire au rôle de locomotive de l'économie américaine et chinoise, bien entendu. Alors, si on a réellement de tels niveaux de croissance, il serait assez logique de voir progresser à nouveau le pétrole, qu'on retrouve un petit peu en dessous des $60 à New York, après qu'il ait connu un gros trou d'air vendredi et lundi avant de se redresser lundi soir. La hausse du pétrole, c'est quelque chose qui impacte clairement les indicateurs d'inflation, mais les marchés sont maintenant psychologiquement immunisés contre une inflation qui dépasserait les 2,5 à 3% d'ici la fin de l'été. C'est pourquoi donc nous avons des marchés obligataires qui semblent marquer enfin un palier et la dynamique haussière semble s'interrompre, en tout cas aux États-Unis, où cela fait maintenant plusieurs jours que le rendement du T-bond de 2031 est bloqué en dessous des 1,75%. Il pourrait donc s'agir d'un signal qui sera jugé favorable. Mais le véritable souci pour les marchés, c'est de déterminer si la faillite d'Archegos Capital n'est pas un petit peu le canari dans la mine, l'équivalent de ce que fut New Century Financial en février 2007, la faillite de cet intermédiaire qui fournissait du crédit immobilier a marqué en fait la culmination de la bulle immobilière. Et Archegos Capital, c'est pas un hedge fund qui spécule à la baisse sur des dossiers fragiles et qui aurait pu se faire coincer les doigts, comme sur GameStop, par des Citron Capital et autres fonds vautours. Non, Archegos Capital, c'est une entité qui joue le jeu des banques centrales, qui joue la tendance haussière et qui privilégie justement les titres qui ont la meilleure vélocité
à la hausse. Et un petit accident sur quelques titres, des pertes de 10 ou 20%, quand on affiche des ratios, des leviers de 8 ou 10, évidemment, ça ne pardonne pas. Donc la question est, combien existe-t-il d'Archegos qui ne pourraient pas survivre à une correction de 10% du marché et de 20% de certaines de ses composantes? Certains estiment que le nombre pourrait se situer au-delà de plusieurs centaines de hedge funds dont la taille leur permet d'échapper à la vigilance de la Fed, des autorités bancaires, qui ne supervisent en fait que les grosses entités systémiques. Mais quand vous additionnez tous les Archegos capital potentiels, vous êtes sur un problème systémique, tout comme le secteur immobilier était devenu systémique en 2007. Mais il a fallu attendre 1 an avant que la bulle éclate. Alors, espérons que nous avons encore une petite année devant nous.